Elles ont fait la une de l'actualité. Les médias les ont starifiées, voire statufiées. On ne parlait que d'eux, on ne voyait qu'eux. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quitté l'éphémère panthéon de la gloire moderne. Les projos de l'info ont éclairé ailleurs et le public les a zappés. Aussi vite qu'ils avaient quitté l'incognito, ils sont retournés à l'anonymat. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Pourquoi et comment avaient-ils acquis leur célébrité? De quelle façon, eux et leurs proches, avaient-ils vécu leur végétariat? Pour quelles raisons ont-ils disparu de l'actu? Que s'est-il passé depuis? Bref, que sont-ils devenus? Dans Tout le monde en a parlé, à travers d'abord des archives de la gloire, puis une enquête sur leur vie aujourd'hui, et enfin une interview vérité, je vais vous raconter leur histoire. Voici Tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. J'accueille Sophie Favier. Comment se moucher quand on est enrhumé à table, par exemple? Si vous n'avez pas de nappe, avec votre veste. Non, non. Moi, je suis pour le papier jetable. C'est propre, hygiénique. Ah, c'est propre, hygiénique, oui, le papier jetable. Tiens, savoir comment Team Seed se mouche à table. Servez-vous. Bah voilà. Alors justement. Oh, moi, je suis beaucoup plus délicat. Hein. Faites le malin. Il y a quand même des gestes à prendre. Montrez. Exposez le micro. Et évidemment, on évite de regarder ce qu'on a rejeté. Tout le monde en a parlé à retrouver Sophie Favier à Paris, en plein shopping. Accompagnée d'une amie, conseillère en look, l'animatrice de télévision se rend dans sa boutique de prédilection. La haute direction n'est pas arrivée, mais vous allez voir, c'est une bible ouverte, donc la légende vivante. Ils parlent de la mode d'une manière, on dirait du Baudelaire. On se croirait sur France Inter. Christian et Claudie. Christian et Claudie connaissent très bien Sophie. Elle s'habille chez eux depuis des années. Bonjour, bonjour. Elle a évolué. C'est vrai que dans les années 80, c'était plus bling-bling et tout ça. Et là, on sent très bien une démarche de minimalisme et de modernité. Sophie Favier tient à rester au goût du jour et Cathy s'avère être un soutien psychologique précieux. Dans le thème un peu de... Voilà. D'abord, elle est très sympathique. C'est une femme charmante, toujours souriante et je pense que ça, c'est très important. La robe, qu'est-ce que c'est joli. Changement de programme pour Sophie qui se fait maintenant plus studieuse. Elle a rendez-vous avec Dominique Boucher, chef de renom qui a officié à la Tour d'Argent et au Crillon pour un cours de cuisine. Un petit coup sec, faut pas avoir peur. Hop là, toc, voilà. Et là, on l'ouvre. Et la leçon du jour sera le sablé aux figues. J'ai l'impression qu'elle va prendre ma place bientôt. Alors là, faut bien pétrir, faut pas avoir peur. Alors, ça va être assez dur, hein, ça va... Oui, j'ai des mains de ma sœur, moi. J'ai des mains de camionneur. Faut bien le malaxer, bien... Et là, le coup de patte. Non, mais j'aime la bonne chair, donc ça... On sent bien qu'elle aime la matière. Et ce qui est merveilleux, voilà, sont des couteaux qui coupent. Comme ça que vous m'avez appris. Ça me fait de la peine de le manger, vous voyez. Après quelques heures de cuisine, Sophie elle-même semble surprise par le résultat, bien au-delà de ses espérances. Pour le déjeuner, Sophie retrouve un ami écrivain, Éric Casalo, biographe de Sylvie Vartan. Il vient de publier son premier roman, une nouvelle aventure soutenue par Sophie Favier. C'est une surprise d'abord parce que bon, elle a eu droit effectivement aux premières épreuves, mais après quand elle m'a dit mais je veux en parler, il faut que j'en parle, elle a voulu qu'on fasse un vidéoclip, il y en a un qui tourne sur internet je pense. Voilà, et alors on a parlé à pas mal de gens d'ailleurs. Quand on sort un premier roman, c'est très difficile, donc avoir le soutien de quelqu'un de connu, forcément c'est une bonne nouvelle. C'est comme un petit frère. Il est intéressant parce qu'il sait écrire, il photographie, il aime mettre les autres en lumière, il est généreux. Il a un petit côté Calimero que j'adore. Oui. On dirait qu'il est triste, mais en réalité, pas du tout. Et en ce qui concerne sa carrière, ses projets et ses contrats, l'animatrice remet tout entre les mains d'une personne de confiance, son avocat. Et à partir de là, ça rigole plus. Je suis un peu comme chez moi ici. Hein. Non, mais c'est vrai en plus. Voilà, j'ai reçu ton appel. Écoute, ça m'a l'air intéressant. C'est un jeu qui est organisé sur Internet. Un jeu où tu vas prêter ton nom, ton image. Il n'y aura pas de campagne d'affichage. Ce sera simplement visible sur le net. Sur le net, d'accord. Voilà. Je finirai presque les yeux fermés. Non, mais il sait ce qui me correspond, puisqu'il me connaît très bien, donc on avance plus vite. C'est une valeur sûre.
Sophie pourrait donc prêter son visage pour un site de jeux en ligne, mais aujourd'hui, ce sont ses mains qu'elle met à contribution pour une association de lutte contre le sida. Bonsoir. Hello. Comment ça va? Ça va, merci. Bienvenue. Merci. Allez-y. Concrètement, on va faire comme quand on était à l'école. On va faire le contour des mains. Allez. Au crayon à papier. C'est rigolo. C'est rigolo. Alors une après l'autre. Ah, une après l'autre, d'accord. Faut pas bouger, hein. Vous avez réfléchi à une phrase? Et le t-shirt avec le contour des mains de Sophie sera vendu sur le site internet de l'association. C'est vous qui l'écrivez? Ah oui, si je peux. Touchez-moi, je suis en vie. Libre et décontractée, l'égérie de la télé des années 90 est devenue une marraine de cœur, sincère et chaleureuse. Et maintenant, la lumière se rallume sur Sophie Favier. Bienvenue sur le plateau, tout le monde en a parlé, Sophie. Alors, vous êtes née le 5 octobre 1963 à Lyon, exactement sur le plateau de la Croix-Rousse. Oui. Quand vous avez 5 ans, votre famille déménage dans une belle propriété à Crépieux-la-Pape, que vous appelez le château. Oui, parce qu'il y avait 2 tours, donc c'était mon château. Là, vous avez vécu une enfance très heureuse là-bas. Entourée d'animaux, avec des parents très aimants, un père architecte un peu fou, fou mais gentil, et puis une maman dans la coiffure, artiste, passionnés l'un de l'autre, avec tout ce que ça peut comporter, la fougue amoureuse, des éclats de voix, voilà, mais plein de bonheur. Vous avez 15 ans quand votre père s'en va? Oui. Et là, vous déménagez, évidemment. On quitte le château pour plus petit. Et là, c'est un double choc. Caluire. Oui, vous en savez des choses, dites-moi. Et à cuire aussi. Il y a caluire et cuir, oui. Alors, votre maman, effectivement, Dolores, tenait des salons de coiffure à Lyon. Et vous êtes très jeune, baignée dans le milieu de la beauté. J'ai été coquette très vite et très tôt et passionnée par... je coiffais mes poupées, mes chats, j'ai eu un singe aussi. Donc j'ai vraiment... c'était le grand bonheur. Mais après le bac, vous vous inscrivez en fac de droit pour être avocate. Oui, enfin je m'inscris, mais il m'arrive une belle aventure, c'est une rencontre. Là, le destin va frapper à votre porte en la personne de Catherine Corbineau, bras droit de Stéphane Collaro, que vous avez rencontré l'été précédent lors de vacances en famille à Saint-Tropez, et elle organise le casting des Coco Girls. Ce qui était complètement fou, c'est que je suis arrivée, il y avait des beautés sublimes, des Suédoises magnifiques, des filles d'1m80. Évidemment, je ne correspondais à aucun de ces critères. Et puis c'est au moment de me filmer, de me faire parler. Je les ai beaucoup amusés avec mon zézaillement. Et voilà, ils n'ont retenu que ça. Et puis, ils avaient déjà sélectionné 4 jeunes femmes. Et Corinne Charby, qui était chanteuse, en fait, s'est désolidarisée du groupe à la dernière minute. Et ils m'ont donc appelée, si je puis dire, à la rescousse. Et ça fait mon bonheur, quelque part. Voilà. L'aventure commence. En fait, au départ, vous envisagez ça comme un petit job. Vous ne pensez pas en faire votre carrière. Absolument. C'est vraiment le métier qui est venu vers vous. Oui, je n'avais aucune envie d'être ni chanteuse, ni danseuse, encore moins mannequin, ni comédienne. Non, je voulais vraiment être maîtresse d'école, vétérinaire, mais je détestais le sang et surtout avocate. J'aurais adoré être avocate. Alors, à 18 ans, donc voilà, danseuse dans Coco Boy, votre physique effectivement appétissant, votre petit cheveu sur la langue, ça fait craquer tout le monde et ça va durer 3 ans. Et là, vous partez sur Canal+, animer un jeu qui s'appelle Maxi Tête. Alors, on a beaucoup discuté pour savoir si vous étiez vraiment parti ou c'était Collaro qui vous avait viré parce que vous aviez fait des photos de nus dans New Look. En fait, non, j'avais fait ces photos bien avant. Juste, je me rappelle, puisque ma maman avait signé une lettre parce que je n'étais pas tout à fait majeure. Et en fait, c'était un joke, c'était pour me marrer. Et puis, évidemment, quand je suis arrivée à la télévision, ma célébrité étant, voilà, on a eu beaucoup de succès, c'est sorti. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il vous a viré? Si vous voulez, les autres filles, vous savez, les filles entre elles ne sont pas toujours gentilles. Elles ont dit, mais pourquoi elle a fait ça? Ça ternit un peu l'image des Coco Girls. Après, elles ont posé pour d'autres magazines. Oui, bah oui. Elles ont fait pique-pendre. Vous êtes très flatté qu'Alain de Greff vous appelle, en fait. Ah oui, c'est-à-dire que de femme tronc, je deviens un nom. Enfin, il y a mon nom qui est écrit en bas, donc je me dis, on me fait confiance, on va me faire parler enfin. C'était oui, c'était un peu... Puis Canal, c'était l'aventure aussi. J'étais très flattée d'être auprès de PPDA, Coluche, Denisot. Canal, en fait.
Donc c'était merveilleux. Il y avait Marc Toesca pour le top 50, donc on était en clair. Donc pour moi, c'était une super promo. Alors, vous avez aussi tenté une carrière dans le cinéma à ce moment-là, non? J'ai été approchée plusieurs fois, et notamment pour le casting de Joyeuse Pâques. Et puis ils ont préféré Sophie Marceau, ils ont bien fait. Vous avez joué dans Par où t'es entré, on t'a pas vu sortir? Oui, enfin, c'est pas ce qu'on appelle jouer, c'est vraiment de la figuration. Alors, vous faites des tentatives dans la chanson aussi. Il y a un morceau dont on se souvient, c'est Il me tape sur les nerfs, qui est l'adaptation d'un tube brésilien, très connu. Oui. Vous faites plein de trucs à ce moment-là. Mais j'adore, en fait. C'est ce qui m'a plu dans ce métier. C'est finalement, je n'étais pas programmée pour le faire. Donc j'étais, si vous voulez, à la fois boulémique. Et puis après, avec le temps, ça s'agit, on devient épicurien. Alors, après 2 ans de Canal, De Chavannes vous donne une chance énorme avec Ciel Montmardi et Coucou, c'est nous. Oui, il me dit, j'adore votre petit cheveu sur la langue, venez me voir au bureau. Et voilà, il m'a accueilli très gentiment. Et Renaud Rare les quittait pour voler de ses propres ailes. Et il y avait une place à prendre, si je puis dire. Donc, il m'a pas fait de cadeau, je vous le dis tout de suite. Il m'a dit, tu feras une émission. Et puis j'en ai fait. Je suis restée 4 ans avec lui. On se souvient d'un jour, il y avait Enrico Macias qui jouait de la guitare. Vous dansez sur la table, c'était énorme. Oui, ce qui m'a valu la grande sympathie de toute la communauté juive, parce que tout le monde était persuadé que j'étais de confession juive, et parce que je danse assez bien la danse orientale, en effet. Mais comme j'aime le couscous et comme j'aime la paella. Donc c'est à cette époque que vous avez été de votre surnom, Fofi Favier. Et après, il y a eu le Faviez-vous. Voilà. Donc là, vous êtes une star de la télé à l'époque de Chavannes. Non, je suis une grosse vedette, voilà. Oui. Comment a réagi votre entourage? Le mieux du monde. Comment s'est passé avec les médias? Je pense avoir toujours un bon rapport. C'est juste peut-être au moment où j'attendais ma fille, où là, ça a été un petit peu la bousculade. Donc j'ai choisi d'en parler, enfin de prendre un rendez-vous avec les médias. Ce qui m'a valu la couverture de Paris Match, dont je suis très fière. Parce que je suis une toute petite personne et faire la couve de match, c'est pas mal. Vous avez gagné de l'argent à cette époque? Oui, convenablement. Oui. Vous en avez mis de côté Oui, je me suis acheté un appartement. Ah ben voilà. Voilà, je vis dans mon appartement de jeune fille. Oh, c'est bien. Mais je ne suis pas quelqu'un d'immensément riche. Ouais. Et l'amour, alors? Ça vous a apporté des rencontres amoureuses, cette célébrité? Alors, c'est beaucoup plus compliqué. La célébrité isole, la célébrité vous apporte la jalousie dans votre vie, l'envie. Alors vous la prenez comme vous voulez, elle peut être positive et très négative, très néfaste. Moi j'en ai quand même beaucoup souffert, mais j'avais toujours aussi cette réserve en moi, de cette espèce de petite voix qui disait protège-toi. Ouais. Encore que j'ai quand même fait des choses très déculottées. C'est le cas de le dire. ce qui prouve que je suis assez courageuse finalement et que j'ose des choses, mais j'ai pas manqué d'amour, si ça peut répondre à votre question. Quel a été le meilleur moment de cette époque de Chavannes, disons? Le succès, mais collégial. Enfin, je me suis jamais dit que j'étais une méga star et que j'étais la plus belle et la meilleure. Je me suis toujours beaucoup méfiée de tous ces compliments faciles. Quel a été le pire moment de cette époque? L'isolement, la mauvaise solitude, celle qui est subite et pas choisie. Et il y a des moments où ça marche moins bien aussi. Ensuite, ça va moins bien parce que vous faites une émission qui s'appelle Sophie sans interdit, qui a un carton d'audience. Oui. Qui était pas mal, et que votre producteur Christophe de Chavannes juge graveleuse. Il me laisse tomber en quelque sorte, ça je l'en ai beaucoup voulu. Il me laisse tomber, mais il y avait aussi une grande concurrente, c'était Amanda Lear pour Méfiez-vous des blondes. Et je pense qu'il y avait une blonde de trop et c'était moi. Voilà. Ça vous a déçu ça? Beaucoup, beaucoup parce que j'ai pas su. Alors là pour le coup, j'étais pas armée et j'ai pleuré comme une gamine dans mon coin. Et je me rappelle Pascal Brognaud, c'est la seule qui m'a appelée, qui m'a dit Sophie, il faut que tu te remontes. Et je pense que j'ai pas su le faire parce que là il m'aurait fallu un producteur. Et j'ai cette sale fierté d'espagnol qui m'habitait et ça serait maintenant, je le gérerais totalement différemment, mais j'aurais dû reprendre mon téléphone et m'expliquer avec Christophe, ou en tout cas à l'époque aller voir Étienne Boujotte, qui je pense m'aimait bien pour le coup. Mais non, je me suis braquée et voilà, j'avais été reçue par Monsieur Lelay à l'époque, qui était le big boss. Et puis bon, je pense qu'il me prenait pour une petite conne, quoi, tout simplement. Je me rappelle d'une anecdote qui est terrible, je ne l'ai jamais racontée, je vais vous la raconter. J'ai tourné la veille de mon anniversaire et mon mari, le père de ma fille, vivait à Saint-Martin, donc à 8000 km de Paris. Ils l'ont fait venir
ce qui était en soi un très 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 beau cadeau. Et j'avais derrière, dans les coulisses, paraît-il, je dis bien paraît-il, un énorme gâteau d'anniversaire que je n'ai jamais vu parce qu'il paraît que j'étais très mauvaise. Sauf que, au moment de la diffusion de l'émission, j'ai fait plus de 54% de part de marché en deuxième partie de soirée, ce qui est un énorme carton. Et je n'ai même pas été payée pour l'émission, pour l'avoir animée. C'est vrai qu'elle était perfectible. Oui, c'est une première émission. Oui. Mais c'était une première, donc la TF1 nous avait quand même donné une date d'une deuxième émission et Christophe n'a pas voulu la produire. Alors pour quelle raison, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont été piqués, peut-être surpris du succès, je ne sais pas. En tout cas, j'avais rien demandé. Ouais. Un jour, il m'a appelé en son bureau en me disant « Je vais te faire de toi une star ». Il l'a fait, mais comme ça, c'est dur. Ouais. Ensuite, vous passez à Sacrée Soirée. Avec Jean-Pierre Foucault, Super Mec avec Sébastien. Bah, je vivote, il faut que je bouffe. Donc... Ah ouais, bien sûr, j'imagine. Voilà, donc... Risoli. Oui. L'Euro-Million. Oui. Voilà, oui, après... Après, c'était différent, c'était autre chose. Ouais. C'est plus difficile après. Vous faites des apparitions dans des séries comme Sous le Soleil. Oui. Vous faites des livres, du théâtre, enfin ça va, quoi. Vous n'êtes pas à la rue ensuite, mais ça n'a plus la non, ça n'a plus la même brillance, ouais, les mêmes couleurs, ni la gloire, évidemment. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de l'époque de Chavannes? Quand je l'appelle, il ne me répond pas. J'ai sa secrétaire, il ne me prend jamais au téléphone. Je trouve ça un peu vachard, parce que je pense que... Il y a prescription maintenant. Oui, voilà, on pourrait peut-être prendre le temps d'un verre. Finalement, j'ai travaillé 4 ans avec lui, je ne le connais pas. On n'a jamais pris un verre ensemble, on ne s'est jamais parlé. Il ne sait même pas qui je suis. Et ça, je trouve ça, mais... c'est des rapports humains pitoyables. On peut pas être comme ça. Alors bon, c'est vrai que pour lui, tout va bien. Mais je trouve qu'il a aussi connu le creux de la vague. À un moment donné, humainement, il faut apprendre quelque chose. Et j'ai l'impression que ces gens-là n'apprennent pas. Alors, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Ben justement, cette grande déception... Vous referiez de la télé, mais le jour où vous faites Sophie Sens Interdit, à ce moment-là, vous vous battez. Voilà, c'est ça. Ah oui, je me serais battue. Ça serait aujourd'hui, je me bats comme un lion, bien sûr. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que j'étais vraiment sur les rails pour faire une très très jolie carrière. Ça, j'en reste persuadée. Alors le jour où vous allez mourir, c'est pas demain la veille, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Soyez sage, mais pas trop. Ah, c'est bien. Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous, Sophie. Merci. Vraiment. Merci. J'accueille Antoine Wechter. Bonjour. C'est à chacun de vous que je m'adresse ce soir. J'ai la responsabilité, dans cette élection présidentielle, d'être le candidat de l'écologie auprès de vous. L'écologie, voyez-vous, c'est une chose simple. C'est le constat que nous sommes solidaires de toutes les espèces vivantes et de tous les peuples de cette planète verte et bleue qu'on appelle la Terre. Mais comment habitons-nous la Terre? Nous polluons l'eau, nous polluons l'air, nous polluons les sols. Et nous avons accumulé suffisamment pour faire sauter la planète 1000 fois. C'est à Fullerène, une commune de 330 habitants en Alsace, que tout le monde en a parlé à retrouver l'écologiste Antoine Wechter. Vous êtes à la fois là où j'habite et en même temps où je travaille. L'ancien candidat des Verts à la présidentielle habite cette ferme. Par ailleurs, depuis 1978, il a installé sa société d'agrément écologique dans une grange rénovée située juste à côté. Vue sur la forêt, et quand on a un peu de chance, on peut parfois avoir du chevreuil. Parfois. Le soir, par contre, c'est du renard et du blaireau qui viennent ici. Donc, vous voyez... Des blaireaux qui l'ont pendant longtemps changé des requins de la politique. Le lieu était donc tout choisi. Donc ici, vous avez 4 personnes qui y travaillent. Donc c'est un bureau d'études en environnement. C'est-à-dire que l'on fait d'une part des expertises, faune, flore, paysage, mais aussi de la planification, c'est-à-dire des plans locaux d'urbanisme. La fierté d'Antoine Wechter se trouve derrière la maison, un verger planté de ses propres mains. Alors on a évidemment une grande perspective, une grande ouverture. Et l'écologiste a vu les choses en grand. Là, c'est une petite forêt que j'ai plantée avec un peuplier baumier qui a été planté au moment où mon fils est né. Donc il a 17 ans. Rangé de la politique nationale, Antoine Wechter est malgré tout resté actif localement. Depuis 2001, il est conseiller municipal de sa commune alsacienne et il nous emmène donc dans les locaux de la mairie
qui sonne encore, comme au bon vieux temps, mais une nouvelle mairie, moderne et écolo, est prévue pour bientôt. La nouvelle mairie sera en bas. Une petite salle au-dessus. La salle communale est basse consommation énergie, ossature bois. Ossature bois, oui. Chauffage au copeaux. Chauffage au copeaux de bois. Voilà, on essaie de faire un projet totalement développement durable. Fulren se modernise donc dans le respect de l'environnement. On ne pourra pas reprocher à Antoine Wechter de ne pas être resté fidèle à ses idées. Cet après-midi, rendez-vous est donné dans la forêt alsacienne, en compagnie de sa femme, pour une mission environnementale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est équipé. Une paire de jumelles, indispensable. Un carnet, un crayon pour noter, des oreilles pour entendre. Ça, c'est pour les oiseaux. Et un détecteur d'ultrasons pour les chauves-souris. Au programme, reconnaissance visuelle et auditive des oiseaux. Et là, Antoine est incollable. Là, vous avez une grive. Le principe de l'inventaire des oiseaux, c'est d'écouter pendant un quart d'heure à 20 minutes, à noter tous les oiseaux qui chantent. Chaque oiseau qui chante est un mâle qui délimite un territoire et à chaque mâle correspond un couple. Une maison charbonnière, une fauvette à tête noire. Au loin, il y a un merle. En alsacien, le lieu-dit, c'est Himmelreich, le règne du ciel. Moi, je traduis ça par le paradis. De toute évidence, les eaux sont moins troubles en pleine campagne alsacienne. Loin de Paris, Antoine Wechter a-t-il succombé aux joies de la pré-retraite ? Et maintenant, la lumière se rallume sur Antoine Wechter. Antoine, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Alors, vous êtes né le 11 février 1949 à Mulhouse, père boucher, et votre mère s'occupe de ses 6 enfants, voilà. Et vous, dès votre plus jeune âge, vous passez votre temps à observer les bêtes en liberté. L'écologie, dites-vous, est une véritable vocation. Il faut situer le début de l'histoire en 1944, donc 5 ans avant ma naissance. Ouais. À ce moment-là, les Américains ont essayé de bombarder la gare de Mulhouse et ils ont détruit, en passant, la maison de mes grands-parents. Ce qui fait que mes parents ont été obligés de s'installer à la campagne, le temps que la maison soit reconstruite. Ouais. Et c'est là, finalement, que j'ai vécu l'essentiel de mon enfance, c'est-à-dire à la campagne. Mais une fois la maison reconstruite, ils sont repartis en ville et je crois que c'est le choc du passage de la campagne à la ville qui fait que finalement, je me suis impliqué... C'est une façon de retrouver le paradis perdu, quoi. Oui, parce que j'ai connu ce paradis. C'était la maison de votre grand-mère maternelle, à Rixheim, donc. Le matin, dès votre réveil, vous précipitez pour donner du grain aux poules. Enfin, voilà, quoi. Vous vivez en harmonie avec la nature et les bêtes. Il y avait des poules, il y avait des lapins, il y avait des canards. On se baignait dans la mare aux canards avec les canards. Oui, on était complètement immergés dans cette ambiance. Alors, le drame, c'est quand votre grand-mère vendra, évidemment, cette parcelle de paradis qui était Rixheim. Voilà. Alors, à 12 ans, vous remplissez des petits carnets d'observation de la nature et vous dévorez les livres de Konrad Lorenz. Cette lecture m'a donné à ce moment-là l'envie de faire de la psychologie animale. Et dès l'âge de 12 ans, je savais quelles études je voulais faire. Je souhaitais atterrir dans le laboratoire d'un autre éthologiste qui s'occupait à l'époque essentiellement du comportement des abeilles à Strasbourg. Et c'est là finalement que, bien des années plus tard, j'ai effectivement abouti. Voilà. Alors à 16 ans, vous créez le club mulhousien des jeunes amis des animaux. Il y a eu tout un enchaînement. En fait, à l'âge de 14 ans, on m'a offert un appareil photo qui était extrêmement rudimentaire. Avec cet appareil photo, j'ai essayé de photographier les animaux dans les collines de mon enfance. Et en particulier, j'ai suivi plusieurs nids d'oiseaux, mais constaté que cette année-là, aucun de ces nids a abouti à terme. Les uns dénichés par des enfants, d'autres abattus par un garde-chasse. Et donc, j'ai décidé d'agir. Et à partir de 1967, donc vous avez 18 ans, vous vous battez pour la réintroduction des castors en Alsace, pour le parc de la Vanoise, etc. 68 vous passe complètement au-dessus de la tête, trop à gauche, trop festif pour vous.
Moi, je voulais bien discuter. Et j'ai participé d'ailleurs au comité qui ont essayé de réfléchir à la réforme de l'université, mais je ne supportais pas l'absence de démocratie des groupes d'extrême gauche qui ont imposé, je dirais, la révolte estudiantine. Puis bon, faut le dire aussi, vous aimez pas tellement la gaudriole, vous détestez les blagues salaces, les cuites. Bon, c'est pas mon genre. Vous êtes quelqu'un de très strict, en fait. Oui, on a souvent dit que j'étais d'origine protestante, ce qui n'est pas vrai au demeurant. Mais c'est vrai que l'Alsace, au moins une partie de l'Alsace, a ce tempérament-là. Absolument. Alors, en 1974, vous participez à la campagne présidentielle de René Dumont. Et la même année, vous demandez le statut d'objecteur de conscience. Parce que j'étais opposé tout simplement à l'utilisation de la violence et de la guerre. Et c'est vrai que j'ai obtenu ce statut et j'ai passé donc une année à faire, je dirais, l'agent dans l'Office national des forêts. Alors, parallèlement à vos activités associatives, vous rédigez une thèse en biologie sur la fouine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, vous vouliez étudier le putois. Malheureusement, vous cherchez à piéger des putois, mais vous faites arrêter par les gendarmes. Enfin, vous n'en trouvez jamais de putois. Pour la fouine, ça sera plus facile. Un forgeron en avait une dans son clapier. Et ce forgeron fait une crise d'éthylisme. Il tue son fils. Et comme il allait en prison, les gendarmes vous donnent la fouine. Oui, les gendarmes sont arrivés. Ils ont trouvé 2 fouines dans le clapier. Ils les ont mis dans un sac de jute, les ont amenés au parc zoologique. Le directeur du parc zoologique, sachant que j'étudiais le putois, me dit « Écoute, Antoine, est-ce que ça t'intéresse d'avoir 2 fouines? Moi, je ne sais pas quoi en faire. » Je dis « Pourquoi pas ?» Et j'ai constaté que ces fouines, effectivement, étaient complètement imprégnées, c'est-à-dire elles considéraient que l'homme était un congénère, ce qui a beaucoup facilité leur observation. Vous avez été le premier à étudier la fouine, non? Oui, pour une raison très simple, c'est que la fouine n'a jamais franchi la Manche. Et il n'y avait à l'époque que les anglo-saxons pour faire de l'écologie. Et voilà pourquoi il n'y a pas de fouine en Grande-Bretagne et pourquoi la fouine n'a jamais été étudiée. Donc vous êtes le spécialiste mondial de la fouine? Je l'ai été pendant un certain temps parce que depuis, il y a eu quand même d'autres études de fait. Alors vous militez beaucoup. En 1981, vous participez à la fondation du mouvement de l'écologie politique. En 1984, vous participez à la fondation des Verts. Et en 88, vous entrez dans la lumière en devenant le candidat du mouvement écologiste aux élections présidentielles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 84, c'était l'équipe d'Yves Cochet, Dominique Voynet qui avait pris le pouvoir au sein de cette nouvelle structure. En 1986, après l'échec des élections législatives, Yves Cochet avait proposé en fait de choisir le candidat avec l'extrême gauche. Ce qui ne nous convenait absolument pas. Et donc, de nombreux adhérents sont venus me demander, alors que je venais d'être élu au conseil régional, et j'étais l'un des rares à avoir été élu, on était 3 en tout, d'être le candidat à cette élection. 3,88%. C'était plus d'1 million de voix. Il faut savoir que cette campagne a été menée pratiquement sans couverture médiatique et surtout en face d'un autre candidat qui était Pierre Juquin, un dissident communiste, mais qui était soutenu par une partie des Verts. C'est vrai. Et là, de 1989 à 1993, vous devenez une star, malgré votre accent latent, votre diction un peu nasale, votre look pas super sexy, on peut le dire, Antoine. Oui, on a toujours considéré cela, mais je crois que l'écologie politique avait besoin aussi de changer de look. C'est-à-dire, on a toujours considéré que les écologistes, c'était les barbus chevelus du Larzac. On m'a beaucoup reproché de porter la cravate en 1988, mais je crois que ça a cassé, en réalité, cette image un peu farfelue et de marginal. Et je crois qu'il fallait ça pour que l'écologie politique décolle. Alors, ceci étant, vous ne boudez pas votre plaisir, vous posez à tout va, vous allez jusqu'à assortir vos cravates à vos yeux, et d'ailleurs aujourd'hui vous avez une chemise dans le même ton que vos yeux. Vous dites la médiatisation, on est obligé d'en passer par là en fait. Il y a malheureusement une sorte de diktat, si l'on veut, de la communication, et ça impose en effet un certain nombre de codes qu'on est bien obligé d'accepter.
mais vous avez accepté avec plaisir. J'aime bien effectivement, ça a un caractère sportif aussi, la campagne électorale. Mais il faut bien reconnaître qu'en 1988, nous n'avions pas beaucoup de moyens. Et donc, l'image du candidat écolo à l'époque, c'était celui qui avait en permanence une valise à la main. Et c'est vrai que pendant pratiquement 12 mois, j'ai fait plusieurs fois le tour de France, en revenant rarement chez moi. Toujours une valise à la main, toujours en se couchant fort tard et en se levant fort tôt. Et obligé de se bagarrer avec les copains parce qu'ils ne comprenaient pas qu'un candidat, il doit aussi dormir. Alors, célébrité assez rapide, non, quand même? Il a fallu quand même 2 campagnes électorales parce qu'il y a eu effectivement cette reconnaissance au moment de l'élection présidentielle, mais la vraie reconnaissance, c'est finalement la répétition, c'est-à-dire lorsque je conduis la liste aux européennes. Voilà. Alors, quelles ont été les réactions de votre entourage devant cette médiatisation, cette célébrité? Mon père était extrêmement fier de son fils. Il a d'ailleurs participé assez rapidement à un certain nombre de campagnes, en ayant lui-même collé des affiches. Excusez-moi, mais c'est quand même marrant pour un boucher d'avoir un fils qui adore les animaux et qui les tue pas. Oui, mais je crois que en fait, mon père avait aussi ça dans l'âme. Là, encore une fois, c'est le hasard qui l'a conduit là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma famille, du côté paternel, avait une ferme. Et qu'à un moment donné, la sécheresse a obligé de tuer tous les animaux parce qu'il n'y avait plus moyen de les nourrir. Et c'est ainsi que mon grand-père est devenu boucher. Mon grand-père s'est tué dans un accident de voiture en 1933. Mon père, qui voulait être médecin, a été obligé de reprendre, je dirais, le commerce familial. Et c'est comme ça qu'il est devenu boucher. Mais ce n'était pas sa vocation première. Vos amis ont réagi comment quand vous êtes devenu célèbre? Bon, je crois qu'il n'y a pas eu de réaction, négative. Bien au contraire, ça a permis de mobiliser encore davantage. Ils se sont regroupés et finalement, c'est comme ça aussi que le mouvement s'est développé. Avec les médias, quelles ont été vos relations? On m'a assez largement ignoré jusqu'en 1989. Et puis en 1989, le Parti socialiste a considéré que c'était un danger. Et il a développé 2 types de stratégies. Tout d'abord, celle de la concurrence en créant Génération Écologie. Et puis de l'autre, en essayant de décrédibiliser les Verts. En les plaçant, en essayant de dire ce sont des gens qui sont finalement proches des pétainistes, par exemple. Et ça a été une campagne relativement vive et très agressive, qui s'est terminée d'ailleurs par quelques procès, et qui ne s'est terminée qu'en 1992, lorsque l'opération Génération Écologie a montré ses limites. Et sur le plan, je dirais, amoureux, ça vous a permis de faire des rencontres, ces campagnes électorales, ces longues tournées dans la France? C'est vrai qu'un jour, en passant quelque part dans le Lot-et-Garonne, il y a eu un peu un accrochage, je dirais, avec une jeune femme qui était là, qui, à l'occasion de mon anniversaire, m'a invité à passer chez elle. Et puis c'est vrai que je suis tombé amoureux à cette occasion, de manière extrêmement vive. Ça s'est très mal terminé d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y avait une différence culturelle relativement forte. C'est évidemment une aventure qui laisse des traces, ça c'est incontestable. Mais je veux dire, quand pendant 6 mois, 9 mois, on mène une vie de célibat et qu'il y a une rencontre de ce genre, c'est un peu explosif. C'est magique. Et magique à la fois, oui. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque, Antoine? C'est de sentir un groupe, c'est de sentir une adhésion. Mais c'est vrai que la pression était permanente. Et le pire moment? J'ai été relativement tranquille pendant toute la campagne présidentielle. Et puis dès 1989, dès les résultats positifs, une opposition interne qui voulait tout ramener en réalité à la gauche s'est fortement manifestée et constamment a essayé en fait de déstabiliser la majorité de l'époque. En 1994, l'écologie ni de droite ni de gauche, ce qui était votre positionnement, est désormais minoritaire. Vous quittez les Verts, vous fondez le mouvement écologique indépendant, qui ne connaîtra pas un énorme succès. Ça se résumera un peu à vos fans, à vos groupies, non? Il y a tout de même la moitié des adhérents des Verts ont quitté les Verts à ce moment-là, mais c'est vrai qu'une minorité seulement a adhéré au mouvement écologiste indépendant. Et nous sommes arrivés dans un moment qui était finalement qui crée une situation très inégale, puisque les Verts, eux, vont accéder au pouvoir avec les socialistes, ils vont focaliser les médias,
Et c'est vrai que nous serons à peu près ostracisés par une partie des médias, donc extrêmement difficile. En 1995, vous vous lancez seul dans la bataille des présidentielles, mais vous ne parvenez pas à obtenir les 500 signatures. Il nous manque 20 signatures. 20 signatures, effectivement, nous avions beaucoup engagé. Les banques nous avaient prêté effectivement près d'1 million de francs à l'époque. Et par conséquent, nous ne bénéficions pas de remboursement à l'issue. Et donc, c'est une dette qui aura deux conséquences. La première, c'est vrai qu'elle nous angoisse un peu et nous allons la traîner pendant 3 ans. Et en fait, mais elle aura aussi un autre effet, lui, positif, c'est de resserrer la solidarité du groupe. Et par conséquent, ça va quand même booster, je dirais, de ce point de vue-là, l'envie d'exister du mouvement écologiste indépendant. En 1998, vous vous faites virer de la présidence de votre mouvement, pourquoi ? En 98, il y a eu toute une volonté de certains, en effet, de devenir calife à la place du calife. Et là, à 49 ans, vous êtes obligé de reprendre votre métier d'ingénieur écologue et vous découvrez les affres des fins de mois difficiles. C'est une période très dure pour vous, ça, Antoine. C'est une période où, effectivement, je n'avais plus de financement, donc il a fallu redémarrer, c'est vrai. Avec une femme, 2 enfants qu'il fallait nourrir, oui, tout à fait. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de l'époque 1989-1993 ? Non, parce que c'était quand même une époque où on était vraiment beaucoup sous tension. Et c'est vrai qu'avec le mouvement écologiste indépendant, dont j'ai repris la présidence en 1999, on a retrouvé une certaine sérénité, même si on a connu aussi quelques crises, mais ce qui fait que c'est tout de même plus agréable, dans ce contexte-là, d'agir. Est-ce que vous êtes rancunier ? Est-ce qu'il y a des gens à qui vous en voulez par rapport à ce qui s'est passé à l'époque ? Non, je n'ai aucune rancune, mais je reste extrêmement méfiant parce que je sais que les gens qui ont eu un comportement donné sont parfaitement capables de récidiver. Si c'était à refaire, finalement, tout ça, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Il y a une chose que je ne referais pas, c'est de refuser d'entrer au gouvernement comme Pierre Bérégovoy me l'a demandé. Tout simplement parce que nous avions mis des conditions. En 1992, Laurent Fabius et Barthelone m'avaient demandé d'entrer dans ce gouvernement, de devenir ministre de l'Environnement et du Développement du Territoire sous Pierre Bérégovoy, et nous avions mis des conditions. Et Pierre Bérégovoy, quand il a été nommé Premier ministre, a respecté ces conditions. Il a arrêté les essais nucléaires de Mururoa, il n'a pas relancé le Superphénix, le surgénérateur, il a répondu positivement à d'autres conditions et finalement je n'y suis pas allé. Et je n'y suis pas allé parce que j'avais soumis à notre Conseil national l'idée d'y aller et effectivement de quelques voix près, cela a été refusé et j'ai respecté cette décision. Le jour où vous allez mourir, Antoine, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe ? Il s'est battu toute sa vie pour que la planète conserve sa capacité à nous émerveiller. Parfait. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. Merci. J'accueille Myriam. Et puis, sans transition, mais alors là, sans transition aucune, votre œil malicieux s'est sans doute posé, comme le mien d'ailleurs, sur cette charmante personne qui affichait sa plastique sur les murs de nos villes, une plastique que l'on a pu découvrir en 3 temps, 2 côtés pile et 1 côté face. Il s'agit de publicité sur la publicité, puisque c'est une société d'affichage appelée Avenir qui est l'auteur de cette campagne, réalisée d'ailleurs aux Bahamas. Le dos, puis le ventre au mur, cette jeune et belle jeune fille de 19 ans a fait sensation en s'offrant un splendide striptease public qui a évité l'écueil de la provocation. Malgré le poids suggestif des mots qui nous promettaient qu'elle enlèverait le haut le 2 septembre et le bas le 4. Promesse tenue d'ailleurs puisqu'aujourd'hui elle est nue sur la plupart des murs des villes de France. C'est en Belgique, à Bruxelles, que tout le monde en a parlé à retrouver Myriam. L'ancienne modèle de la campagne de pub au mythique slogan « Demain j'enlève le bas » se consacre aujourd'hui à la danse. Anna Roquel, elle se voue corps et âme puisque son credo c'est le mystique. Myriam crée des chorégraphies inspirées de ses nombreux voyages et rencontres initiatiques. J'ai fait un voyage en Inde et on a rencontré le Karmapa, le Dalai Lama aussi d'ailleurs. Et il y avait Richard Gere qui était là. Richard Gere qui est un vrai pratiquant. Et voilà.
Ça, c'est une maître de Qigong. Pour pratiquer sa danse, Myriam a créé Danza Duenda, une association qui propose des cours particuliers d'une semaine. Donc maintenant, on va rejoindre mes élèves au jardin qui sont en train de s'entraîner au bâton. En fait, pendant toute cette semaine, on travaille... c'est un peu difficile à expliquer. Donc, on travaille sur la danse, tout l'art en général, en essence, mais aussi sur nous-mêmes, donc sur ce qu'est notre vie. Et le thème cette semaine particulièrement important, c'est le masculin-féminin. Donc là, ce matin, ça va être le masculin avec le bâton. Un jour, j'étais dans un aéroport avec mon bâton comme ça. Il y a un type qui est venu vers moi et me dit « Excusez-moi, mademoiselle, mais est-ce que vous êtes samouraï ?» Les élèves de Myriam viennent du monde entier. Et la chorégraphe adapte son langage en fonction des nationalités du jour. C'est un cours où on travaille vraiment sur la dynamique à partir du bâton comme étant une extension du corps, mais comme étant aussi un lien, un support et une façon de comprendre l'espace. Fin de la leçon en extérieur, Myriam se rend maintenant au studio où elle doit donner son second cours de la journée, la danse féminine. Un espace zen, des tenues bohèmes et même quelques bulles de savon. Tout est fait pour mettre les élèves dans un esprit propice à l'harmonie. Elle essaye vraiment que sa danse soit pas simplement une danse qui soit belle à voir, mais ça soit aussi une danse qui est belle au niveau du cœur. Myriam a tourné le dos à la provocation dénudée, mais elle a marqué les esprits de plusieurs générations. Quand j'ai connu Myriam Zabou, je me suis dit tiens, je vais voir un petit peu qui c'est aussi. J'ai regardé un petit peu sur le net, j'ai vu les affiches. J'enlève le haut, j'enlève le bas. C'était chouette, je trouvais ça chouette en fait. Voilà. Midi, pause déjeuner, et pour Myriam, une pause c'est en communauté et en tenue décontractée. Au menu, du poulet, des légumes et des fruits, le tout bio bien évidemment. La reprise du cours a sonné et la troupe entame son après-midi par un recentrage sur soi-même. La réappropriation de son corps et de son âme, méditation, dessin, encore méditation, et quand tous les élèves sont prêts, la danse se libère dans la plus grande improvisation. Roulé-boulé, mouvements aériens, ondulations et lévitation. La féminité de Myriam est tout en douceur et en rondeur. Dans cette recherche du masculin-féminin, Myriam emmène maintenant ses élèves dans un dojo où la troupe sera opposée à des hommes adeptes de l'aïkido. À l'approche de la confrontation, la meilleure arme de Myriam, c'est la décontraction. C'est un peu comme les hooligans du football, mais dans une version extrêmement pacifique. Le dojo d'aïkido est tenu par Christophe, le compagnon de Myriam, à la ville, comme sur les tatamis. Elle fait son métier avec énormément de générosité. Elle applique aussi la devise de la Danza Duende qui est de danser sa vie. Et elle le fait vraiment. Donc il n'y a pas de distinction pour elle entre la vie professionnelle et la vie privée. Ensemble, ils dressent des ponts entre leurs deux disciplines corporelles. Une séance beaucoup plus musclée que ne l'aura été le début de la journée. Myriam aura-t-elle autant de succès en dévoilant son âme qu'elle n'en a eu en dévoilant son corps ? Retour au parking, juste après la pub. Et maintenant, la lumière se rallume sur Myriam. Myriam, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Vous êtes née à Paris le 8 décembre 1961 sous le nom de Myriam Szabó, père sculpteur d'origine hongroise, mère franco-hongroise. Alors, ce qui est incroyable, c'est que votre père a eu au moins 25 enfants différents dans des pays différents. Oui. Enfin, on ne sait pas s'il y en a 25, mais on sait, en tout cas, je suis sûre qu'il y en a 20. Voilà. Alors, vos parents, évidemment, n'ont pas passé beaucoup de temps ensemble. Vous vivez d'abord une enfance nomade avec votre mère,
qui vous emmène aux États-Unis jusqu'à l'âge de 7 ans. Oui. Où aux États-Unis? Detroit. Elle faisait quoi, votre mère, là-bas? Au départ, elle essayait de survivre avec un enfant seul. Et puis ensuite, petit à petit, elle a eu des boulots jusqu'à devenir secrétaire de direction. Et puis, elle s'est mariée. Alors, vous rêvez de devenir danseuse, hein, et votre mère vous inscrit à des cours de danse dès l'âge de 3 ans. Oui. Donc c'est une vraie vocation. Hein. Oui. Retour en France, vous travaillez avec les ballets russes d'Irina Ribina, Oui. qui vous fait signer un contrat à 12 ans. Donc vous étiez quand même assez doué. Oui, j'ai eu un espèce de moment d'illumination comme ça qui a été repéré. Et comme on n'avait pas beaucoup d'argent, elle nous a proposé un contrat d'exclusivité. Et j'étais déjà aussi grande que maintenant, donc je passais pour une adulte. Et donc j'ai intégré la compagnie professionnelle à 13 ans. À 14 ans, vous tombez amoureuse d'un voyou. Oui. Pour lequel vous quittez la maison maternelle. Mais bon, il vous maltraite un peu. Beaucoup. Et vous vous séparez. Oui. Voilà. Mais ça ne vous ramène pas chez votre mère. Hein. Non. Dès lors, vous passez votre temps dans la rue, quoi. 3 ans de débrouille. Hein. C'était assez terrible, mais en même temps, c'était très intéressant parce que j'ai appris beaucoup de choses. On croit... En fait, c'est une vie parallèle. Les gens pensent que s'ils s'arrêtent sur un banc et s'assiedent, il ne va rien se passer, mais en fait, il se passe des choses. Et les personnes qui ont le temps et qui sont dans la rue, en fait, communiquent et font des choses. Donc, parfois, des choses qui sont désagréables, mais pas que ça. Donc, j'ai aussi vécu des choses intéressantes. Alors, c'est comme ça qu'un jour, dans la rue, vous achetez un livre à 1 franc qui va changer votre vie. Depuis que j'étais enfant, j'étais très certaine que je cherchais quelque chose. Je savais que je cherchais quelque chose. Et quand j'ai ouvert le livre, je savais que c'était ça. Ensuite, j'ai lu le livre et je comprenais même pas la moitié du livre, mais je savais que c'était ça. Alors, à 17 ans, vous reprenez la danse, vous devenez mannequin, et c'est là que vous rencontrez le célèbre photographe Jean-François Jonvel, qui effectivement passait sa vie à photographier des adolescentes, et vous devenez sa petite amie. Alors Jean-François, je l'ai rencontré dans une fête qui était organisée par mon agence, qui s'appelait Mademoiselle. Et ils organisaient des fêtes. À l'époque, je ne comprenais pas très bien, mais maintenant, je sais que c'était un peu des fêtes, à mon avis, pour essayer de faire rencontrer des filles à des garçons. Il y avait souvent Polanski qui était là, d'ailleurs. Et enfin, il y avait plein de gens. Et moi, je n'étais pas très fan de ces fêtes, mais j'y allais un petit peu par obligation. Et justement, comme je m'ennuyais vraiment, Jonvel était drôle. Hein, c'était quelqu'un de très rigolo. Et en fait, il m'a fait rire. Il a fait semblant de mettre sa tête dans le congélateur. Et je me suis dit, voilà quelqu'un avec qui je peux m'entendre ici. Et alors, donc, on a rigolé et on est parti. Et c'est comme ça qu'on est devenus amants. Alors, à l'époque, vous faites du mannequinat, mais en fait, dès que vous avez assez d'argent, vous partez en retraite bouddhiste. À 18 ans, vous faites votre premier voyage en Inde. J'ai été dans le sud, à Delhi, mais ensuite, je me suis arrêtée au Népal, en fait. Je suis restée au Népal. Quand vous devenez vraiment une pratiquante bouddhiste, vous quittez le photographe Jean-François Jonvel parce que vous trouvez que sa vie était trop dépravée, c'est ça? Et je me suis rendu compte que je voulais changer des choses dans ma vie, très fort, de façon très radicale, même arrêter de fumer, arrêter tout, je mangeais plus de viande, etc. Et lui, il faisait un peu les choses que faisaient les gens dans ce milieu-là à l'époque, en tout cas. Je ne sais pas si maintenant c'est pareil. Il y a des chances. Et moi, je lui ai dit, écoute, je ne veux plus te voir parce que tu as une mauvaise influence sur moi. Il vous en a voulu? Il était fâché, oui. Il est fâché. Alors c'est là qu'une société d'affichage qui s'appelle Avenir demande à son agence de publicité CLM BBDO une campagne pour démontrer qu'elle garantit les dates de pose de ses affiches. Et le concepteur-rédacteur de l'agence CLM BBDO, Pierre Berville, trouve une idée. Le 2 septembre, j'enlève le haut, et là on voit une fille les seins à l'air. Puis le 4 septembre, j'enlève le bas, et là on voit une fille nue, mais de dos. Voilà. Alors, Jonvel et ce Pierre Berville, donc concepteur-rédacteur, choisissent un premier mannequin, mais son père ne veut pas. Ils choisissent un deuxième mannequin, mais son petit ami ne veut pas. Et en désespoir de cause, Jonvel, qui vous avait pas pardonné de l'avoir quitté, finit par se résigner à vous appeler. Voilà, c'est comme ça que vous êtes sur l'affiche. J'étais déjà dans le casting depuis le début. Et je suis presque certaine que Jean-François Jonvel a essayé de bloquer mon passage parce qu'en fait, il voulait me prendre depuis le début. Et moi, je voulais le faire, pas pour l'affiche, parce qu'en fait, ça m'était un peu égal, cette affiche. On ne se doutait pas que ça aurait autant de succès, mais parce que j'avais besoin de l'argent pour faire une retraite. Et donc, on a bloqué ma candidature, et puis finalement, ils ont fini par me prendre. C'est vrai que vous êtes plus préoccupé à l'époque par votre quête spirituelle que par votre métier de mannequin. Vous signez un contrat sans le lire, en fait, à ce moment-là.
On ne se doutait pas, hein, donc je ne pense pas qu'eux se doutaient non plus du succès que l'affiche aurait. Et moi, j'étais en train de faire un travail normal comme un autre. Et effectivement, j'ai signé un forfait pour 3 villes de France. Là aussi, mon agence ne m'a pas défendue, mais moi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait sous les tables et tout. J'en sais rien, je ne sais pas. Alors, à peine les affiches collées, évidemment, les médias s'emparent du phénomène. Myriam devient un événement. Les féministes se déchaînent, à commencer par Gisèle Halimi, par Yvette Roudy. Certaines municipalités font caviarder les affiches en collant des papiers par-dessus. Voilà. Sur les fesses. C'est fou, sur les fesses, oui. C'est incroyable. Ouais, ça, c'est mignon. Alors, la polémique enfle. Tout le monde ne parle que de ça. Mais vous, à l'époque, vous êtes dans une grange que vous avez achetée dans les Pyrénées pour faire votre méditation. Il n'y a pas d'électricité, pas de téléphone. Et donc, c'est par un télégramme que vous apprenez le succès de cette campagne de pub. Oui, en fait, un copain dans les montagnes me dit « Je crois qu'on parle de toi à la télé ou à la radio. » Je lui dis « Mais non, tu délires. » Et ensuite, j'ai reçu un télégramme, effectivement, et j'ai dû descendre au hameau, convaincre une paysanne de me laisser faire un appel en PCV. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est fou. Maintenant que je réfléchis un petit peu à ça, je crois que c'est parce que j'avais déjà vu beaucoup de choses, justement, dans les rues, et puis aussi notre vie de famille n'avait pas été facile. J'ai vu vraiment beaucoup de choses assez terribles. Et donc, pour moi, c'était plus important de donner un sens à ma vie que d'être connue ou pas connue. Alors, vous rentrez à Paris, et là, les demandes d'interview pleuvent. Vous faites attention d'ailleurs de faire de la radio, de la presse écrite, mais pas de télévision. Oui, je ne voulais pas être connue dans la rue. Et vous devenez instantanément célèbre. Quelles ont été les réactions de votre entourage au moment de cette célébrité? Comment réagit votre mère, par exemple? Je crois qu'elle était contente. Et votre père, vous étiez en contact avec lui à ce moment-là? Mon père, j'étais en contact sporadique avec lui depuis toujours, et je crois que lui, il n'a pas dû s'en rendre compte. Il n'a pas dû s'en rendre compte. Il s'en est foutu. Par contre, il y a une chose intéressante, j'ai connu un de mes frères comme ça. Ah bah oui, il y en a tellement. Et les bouddhistes, ils ont réagi comment? Et je sais qu'ils chuchotaient à mon sujet, mais une chose que j'ai su par la suite, c'est que les jeunes, donc de 10 ans, 9-10 ans, ils ont dit elle est folle d'être ici au lieu de faire du cinéma. Alors, vos relations avec les médias sont bien passées? J'ai tout de suite compris qu'on était en train de me prendre pour un produit et que ça n'avait pas vraiment d'incidence réelle. Et évidemment, les 3/4 des journalistes ont raconté n'importe quoi, mais je crois que c'est ce qu'ils font d'habitude, donc voilà. Vous avez gagné de l'argent avec cette histoire? J'ai gagné juste le forfait et je ne me souviens plus de la somme. Pas énorme, quoi. Non, c'était pas énorme. Non, j'aurais pu gagner de l'argent, c'est sûr. J'aurais pu gagner de l'argent, j'aurais pu me plaindre, j'aurais pu faire des procès. Je pense que aussi, je n'avais pas envie de me mettre là-dedans. J'étais trop heureuse de faire une recherche, et cette recherche, j'avais besoin d'être seule, j'avais besoin d'être tranquille, je m'en foutais de la télé et des journaux. Voilà. Est-ce que ça vous a amené des rencontres amoureuses, Myriam? Non, pas que je me souvienne, non. Ça vous a pas permis de rencontrer l'homme de votre vie, par exemple? Non, moi j'ai rencontré, disons, un des hommes importants de ma vie dans le bouddhisme, pas du tout à cause de l'affiche. D'accord, oui. Quel a été le meilleur moment de cette époque? Mais c'est quand j'étais dans les montagnes, dans les meilleurs moments de l'époque de l'affiche. Et le pire moment? Je n'ai pas le souvenir d'un moment particulièrement désagréable, non. Alors ensuite, effectivement, malgré les propositions, notamment au cinéma, vous privilégiez votre quête spirituelle et vous choisissez de partir en retraite dans une forêt des Alpes de Haute-Provence où vous resterez 1 an. Oui. Ah ouais. Sérieux quand même. Encore maintenant, je peux dire que c'était la plus belle année de ma vie. Et donc, je pratiquais de 4h du matin jusqu'à environ 11h minuit tous les jours. Vous finirez par vous retirer complètement de votre vie professionnelle, par vous consacrer exclusivement à l'étude du bouddhisme et à la langue tibétaine. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous savez que toutes les études qu'on fait dans le bouddhisme, ce sont des entraînements de l'esprit. En fait, c'est pour se comprendre soi-même, c'est pour pouvoir entrer en amitié avec soi-même et éventuellement améliorer sa façon d'être en relation avec le monde. Et c'est vrai que c'est efficace. Enfin, ça prend une vie quand même de se corriger, donc... Oui, mais puisqu'on est là, ça prend une vie de vivre. On meurt guéri, mais on a passé sa vie à se soigner, finalement. Écoutez, franchement, à quoi ça sert la vie? Ça sert à faire un métier? Ça sert à gagner de l'argent? Ça
sert éventuellement à faire une famille. Ouais. Mais si on n'est pas bien, à quoi ça sert d'avoir une famille et d'avoir un métier, de gagner de l'argent? À rien du tout. Alors, quand même, vous êtes très bouddhiste, hein, parce que même votre mari, qui était bouddhiste, que vous aviez épousé en 85, lui aussi, il finira par plus supporter vos retraites, quoi. Ce qui veut dire quand même que vous êtes une jusqu'au boutiste de la retraite, quand même. Oui, mais je suis aussi, à l'origine, quelqu'un... bon, je le suis encore, mais je suis quand même quelqu'un avec un caractère assez impulsif. Et j'étais fort, justement, partagée entre une vie de famille et mes retraites. Ouais. Et donc, nous, on est toujours restés très proches et très amis. Ouais. En fait, on ne s'est pas disputés. Ouais. Mais à un moment donné, j'étais plus là, il a été avec quelqu'un d'autre. Alors, vous n'êtes pas nostalgique de cette célébrité que vous avez acquise à l'époque de Myriam, de l'affiche? Non, j'ai jamais été... Non, j'ai jamais eu ça. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? J'aurais aimé rencontrer Chogyam Trungpa qui avait écrit ce livre et qui est décédé avant que j'ai l'idée d'aller le trouver. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Tout le monde en a parlé. Bonne réponse. En tous les cas, ça vous fait du bien, le bouddhisme. Dis donc, vous êtes une publicité vivante, peut-être pas pour l'afficheur à venir, mais en tous les cas pour le bouddhisme. Vous avez l'air d'avoir une espèce de patate, de paix intérieure, un sourire magnifique. Merci, c'est gentil. Vraiment, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Myriam. Merci beaucoup, Thierry. J'accueille Stéphane Collaro. Il a un tic et rock dans les yeux. Beau comme un dieu, tic et rock dans les yeux. Il fait même craquer les hommes, c'est un super baby cadam. Craquer les hommes, super baby cadam. Au niveau de l'amour, Tarzan dans un gant de velours. Gant de velours, au niveau de l'amour. En plus il est pas bête, il en a dans la tête. Il a même de l'humour. Oh, ce mec est too much, ce mec est trop. Ce mec est too much, ce mec est trop. Ce mec est too much, trop, trop, trop. Ce mec est too much. Ce mec est trop, ce mec est too much, ce mec est trop, ce mec est too much, trop, trop, trop. Tout le monde en a parlé à retrouver Stéphane Collaro sur un marché dans la très chic banlieue parisienne de Boulogne-Billancourt. Ici, l'ancienne star de télévision est connue comme le loup blanc. Tu vas bien? Impec, impec. Ah, il est pas là, lui. Où il est, le roi de la truffe? Hein? Ça, quand même, il y a des trucs horribles qui se passent. Avant, ici, on vendait des truffes, maintenant, c'est des chaussettes. Oui, Stéphane. C'est messieurs les rois de la tripe. C'est Bahutin. Bonjour, vous allez bien? Comment vas-tu? Hein? J'espère que tu as mis de bons produits, hein? Ça va, les gars? Tu vas bien? Mets-moi Tu veux un onglet de bœuf? une épaule d'agneau, un bout d'onglet. L'épaule, c'est pour faire comment, Stéphane? Pour faire au four. Vous levez la palette. On bouffe à combien là-dessus? 5, 6. Ça va, ça va. Ça va. Merci, monsieur Stéphane. Bah, ce week-end, parce que je suis encore là. Allez, à dimanche. Tonton Mayonnaise est de retour à Paris. L'heure est aux retrouvailles avec les amis et ils se bousculent, comme en témoigne sa compagne Stéphanie. Et ben voilà, comment c'est de vivre avec Stéphane, c'est assez mouvementé. Stéphane donne 3 rendez-vous en même temps, on oublie certains, part faire la gym, voilà. Mais c'est très sympathique. Yellow, si tu veux, fais un peu de bruit. Non, ça nous dérange pas du tout, vas-y. Alors voilà, c'est encore des amis du Nord. Hein. Et les amis viennent des 4 coins de la France, comme Liliane, galeriste à Lille. Elle a toujours porté un grand intérêt aux œuvres d'art que Stéphane collectionne. Elle a découvert un tas d'artistes vraiment tous de qualité. Hein. Et en plus, il y a des anciens aussi. Oui, des anciens. Non, ça, le mélange, il est super. Des noms un petit peu plus connus. Bonchin. Parmi les œuvres, une compression réalisée par César pour Stéphane. Il avait pris les 7 d'or, toutes les coupes, les machins, tous les trucs que j'avais pu avoir. Et il me dit, passe à l'hôtel du Tessiard, je t'ai fait ta compression et tu vas voir que c'est une des plus belles. Il mériterait mieux que ça. Bon, enfin, il est reconnu quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. T'arrêtes de pas te dire le contraire de ce que je dis. Et ça, tu connais... Il faut dire oui tout le temps? Non. Tu connais Miyajima? Ça, c'est extraordinaire. Miyajima, c'est un artiste japonais. Et alors, donc, il fait des éléments, bon, c'est assez intello. Lad Kino, c'est encore un grand artiste du Nord. Il a
mis un tableau, il l'a superposé sur l'autre. Il m'a dit, ça y est, toi, c'est toi et ton équipe. Stéphane et Stéphanie ont maintenant rendez-vous avec d'autres amis pour déjeuner. Direction un restaurant péniche sur la Seine. Ça va bien? Je me rappelle pas si je t'ai laissé un message ou pas. Non. Ça va? Tu m'as dit Les membres de cette tablée sont régulièrement invités à Saint-Martin, où Stéphane passe désormais la moitié de l'année. Les uns les autres, vous avez donné les dates à Stéphanie, donc on vous attend, comme d'habitude, à Saint-Martin. Toi, t'es le 25, toi, février, toi, c'est en novembre. Toi, t'es pas invité. Non. Salut Bernard. À bientôt. Au revoir. Cet après-midi, Stéphane présente le coffret DVD du Bébé de Show aux journalistes. On va vous présenter les 3 versions qu'on sort à la fin de l'année d'Electre, avec Stéphane Collaro et Jean Roucas. Merci. Voilà, ben, je voulais remercier, et je voulais remercier Lina, en mon nom et en celui de Jean Roucas, parce que, en fait, le rôle de Lina, c'est de faire revivre et de conserver tous ces moments de télévision qui sont encore assez modernes et assez étonnants quand on les regarde. Voilà, donc je vous remercie. Voici le Bébé de Show pour les Et la conférence de presse est l'occasion de retrouver Jean Roucas. Ce sont tous des rigolos. Il a maigri comme moi. On a eu des petits problèmes de santé, on s'est mis de cholestérol, on s'est mis au régime. On se suit quand même, parce que ses cheveux blanchissent, les miens pas loin derrière. On maigrit en même temps, ça va. Et cet après-midi, Stéphane renoue avec le jeu des interviews. Le créateur des Muppets s'est un petit peu inquiété en se disant ils sont peut-être en train de me pomper, donc je lui ai envoyé les cassettes. Et il m'a appelé. Il court le même risque que tous les humoristes. Et le vrai risque, c'est celui de ne pas être drôle. Bien sûr. Je vais chez le dentiste. À bientôt. Pour Stéphane, la télé n'est plus qu'une escale entre 2 embruns de Saint-Martin. Et maintenant, la lumière se rallume sur Stéphane Collaro. Salut Thierry. Salut. Bienvenue sur le plateau, tout le monde a parlé. Alors Stéphane, vous êtes né le 20 mai 1943 à Neuilly. Père Étienne Collaro, personnage assez original, musicien, bricoleur. Il avait fabriqué la première guitare électrique sur laquelle avait joué Django Reinhardt. Et Sacha Distel. Il avait déposé un brevet d'ailleurs. C'était un génie touche à tout. C'est-à-dire qu'il adorait tout ça, la musique, ce qui l'a pas empêché de faire une carrière professionnelle dans l'industrie. Chez Remington. En partant du bas de l'échelon. On a tous, enfin mes 3 frères et moi, énormément de respect pour notre papa. Ouais. Alors il était dans la guitare électrique et les rasoirs électriques en fait. Voilà. Alors votre maman, elle s'occupait de ses 4 fils, ce qui était quand même du boulot, j'imagine. Ah, c'est encore du boulot, c'est encore du boulot, elle s'en occupe toujours. Alors votre famille déménage sans arrêt, le seul point d'ancrage c'est Pornichet, où vos parents se sont rencontrés, où vous allez en vacances tous les ans. Pornichet qui aura une importance capitale dans votre vie, comme on va le voir. Alors, jusqu'à 14 ans, vous êtes plutôt calme et bon élève, puis vous devenez quand même un élève agité. Vous êtes viré de 2 lycées, ensuite vous faites philo, maths LM, parce que vous espérez rentrer à HEC, ce que vous ne ferez pas, et puis sciences éco. Donc. Ouais, enfin, je sais pas, le diable s'est emparé de moi. C'est que j'étais à peu près cool. Ouais. Puis je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un déclic épouvantable. Ouais. Je suis devenu diabolique. Ouais. C'est que là, je me faisais virer de partout. Je travaillais pas trop mal quand même. Ouais. Bon, j'ai eu les 2 bacs assez facilement, mais j'étais devenu un démon. Et vos parents sont allés voir un psy en disant on ne sait pas quoi en faire, quoi. Hein. Oui. C'est quand même grave, quoi, l'histoire. Le psy, il n'a pas quoi en faire non plus. Non plus. Et là, à Pornichet, donc, vous êtes en vacances, vous rencontrez Raymond Marcillac, qui est le grand patron de l'info à la télé, et à 20 ans, il vous fait entrer au journal régional d'Île-de-France. Et pour moi, ça a été un déclic. J'ai eu un coup de foudre pour le journalisme, même à ce petit échelon de départ. Donc d'abord le journal régional d'Île-de-France, ensuite le service des sports. Et 5 ans plus tard, en 1968, Pornichet vous sauve une nouvelle fois la mise, puisque vous y êtes en vacances, quand il y a la grosse charrette des journalistes contestataires, vous y échappez. On ne savait plus s'il fallait faire la grève, on était jeunes, on était manipulés. En fait, même encore maintenant, je ne sais toujours pas si j'ai eu raison. Un jour, j'étais gréviste, le lendemain, je ne l'étais plus. C'était une époque franchement très floue.
Alors, vous menez une carrière de journaliste sportif spécialisé dans l'automobile parce que vous avez rencontré Jean-Pierre Beltoise à Pornichet. Pornichet toujours. Et le soir du réveillon 1974, vous êtes licencié au nom de la réforme des chaînes. Un jour, je reçois un coup de téléphone de Léon Zitrone qui me dit « Stéphane, je viens d'accepter la responsabilité de chef du service des sports pour la première chaîne, je crois, et j'ai pris 2 rédacteurs en chef, Michel Drucker et vous. Le soir, champagne, c'était une promotion, hein. Promotion, tous les plans, etc. Le lendemain, c'était Georges Decaune qui avait le poste et j'étais viré. C'est dur. Et je vais voir Georges, je lui dis « Mais Georges, pourquoi je suis viré ?» Et là, il est assez marrant quand même. Il me dit, parce que, écoute, il faut bien que j'en vire quelques-uns, et toi, je pense que tu seras capable de faire autre chose. Ah oui, c'est énorme. Oui, enfin, c'était un peu long, mais... Ben, vous avez fait autre chose. Un mois après, vous faites votre retour à la télé dans l'équipe du Petit Rapporteur de Jacques Martin, que vous avez rencontré à la Vie Parisienne, rue du Colisée. C'est une boîte où il y a les gens de la télé. Et vous avez sympathisé avec lui à Pornichet. Ben, on est devenus vraiment très, très frères à l'époque. Et on faisait le Petit Rapporteur pratiquement tous les soirs chez mes parents. Dans la villa, on avait une caméra Super 8 et on faisait des sketchs. C'était pratiquement déjà le Petit Rapporteur. C'est vrai qu'il vous a engagé parce que journaliste sportif, vous étiez déjà très blagueur. Vous aviez donné des bonbons au bleu de méthylène à Guy Lux et à Roger Coudert juste avant... Avant l'enregistrement d'une émission. J'ai été prendre un petit bonbon. Ils avaient la langue toute bleue. Je me suis fait engueuler. On a fait livrer, je me rappelle, 2 brouettes de terre dans le bureau du PDG, Jacques Contamine, en disant qu'il voulait faire pousser du gazon. D'accord. Et... Oh, voilà, donc à partir de 1976, vous donnez aussi le comparse de Jacques Martin dans l'école des fans, sous le nom de Tonton Mayonnaise. Ah oui, on faisait tout le dimanche. On commençait à 11h du matin, on finissait à 11h du soir. Donc on faisait 12 heures d'antenne. C'était assez passionnant. Alors Tonton Mayonnaise, c'est marrant parce que vous, soi-disant, vous n'arriviez pas à faire les additions des notes. Alors tout le monde était gagnant à la sortie, ou alors vous disiez que tout le monde était ex-aequo. Enfin voilà. Non, ça vous rend très sympathique tout ça. En fait, Jacques Martin dit à un gosse, lui tu le connais, et le gosse, je sais pas pourquoi, il dit oui, c'est Tonton Salade. Et tous les mômes se marrent. Et la semaine d'après, Jacques a voulu reprendre il a oublié que c'était salade, il a dit mayonnaise. Ils se sont encore plus marrés. Ce qui m'a obligé à chanter après Tonton Mayonnaise à la radio. Ça, les moules et la mayonnaise, ça, j'en étais victime. Et puis en septembre 1979, vous volez de vos propres ailes avec le Collaro Show sur Antenne 2, avec Jean Roucas, Guy Montagnier, Claire Nadeau, Martin Lamotte. C'est un succès énorme. Je savais pas trop quoi faire. Et en fait, j'étais influencé par... j'avais en tête Elsa Pepine et les Branquignoles. Robert Derry et toute son équipe, etc. Colette Brossé, de Funès et plein d'autres, etc. Et les Branquignoles, ils avaient une pièce de théâtre où le metteur en scène, finalement, faisait répéter ses comédiens. Donc, c'était vu de donc, je me suis dit, on pourrait peut-être faire un petit peu la même chose à la télé, avec un directeur qui vient nous engueuler, qui nous dirige, etc. Mais tout ça était totalement empirique. C'est-à-dire qu'au début, on faisait presque n'importe quoi. Mais on faisait n'importe quoi, et quelque part, ça avait quand même un peu de charme, c'est qu'il y avait des lueurs rigolotes. Vous rejoignez TF1 3 ans plus tard, en 1982, pour Coco Boy. Ils nous ont donné l'occasion de faire une grosse émission. C'est-à-dire avec des bons moyens. Et donc, en plus, comme la périodicité était de 2 mois environ, on avait vraiment le temps de la préparer. Ça s'est appelé Coco Boy d'une manière drôle, parce qu'en fait, c'est une émission que j'ai commencé à préparer avec Daniel Costel, qui n'avait rien à voir avec l'humour. Daniel Costel, documentariste. Il fait toujours les documentaires magnifiques. Sur la guerre de 14. Je ne l'ai pas vu depuis, mais je l'adore. Et donc, on avait appelé ça Coco, Collaro, Costel. Et Boy, parce que notre idée, c'était de faire une parodie télévisée de Playboy. Avec des jolies filles, les Coco Girls. Alors c'est comme ça qu'on a eu les Coco Girls, c'est comme ça qu'on a eu la Playmate, même si l'émission n'a plus ressemblé finalement en rien à Playboy, mais ça s'est quand même appelé Coco Boy. Coco Boy, ce mec est too much, enfin voilà, quoi, grande époque. Alors en 1984, pour lutter contre le fameux Petit Théâtre de Bouvard, vous lancez une émission quotidienne à 19h40 qui s'appelle Coco Ricoco Boy. Ah, bien prononcé, hein. C'est dur à dire. Ah voilà, les speakerines nous détestaient. Marie-France Brière me dit, j'espère que tu vas pas encore nous trouver un nom à la noix pour ton émission. Et boum, Cocorico Cowboy. Alors en 1987, vous quittez TF1 pour la 5, là c'est la grande époque Berlusconi. Vous faites une émission qui s'appelle Colari Coco Show. Bah oui, ça fallait continuer.
mais qui est arrêté quelques mois plus tard. Mais j'arrive toujours pas à comprendre comment Berlusconi, Hersan, qui étaient des gens vraiment terriblement intelligents, ils s'étaient pas rendus compte que la 5e chaîne avait une capacité d'écoute qui était le 5e ou le 6e de... Oui, parce que personne ne recevait, il n'y avait pas d'antenne. Voilà. Ouais, alors, donc les résultats financiers pour la 5 étaient dramatiques. C'est-à-dire qu'au début, ils avaient vendu les publicités le même prix que TF1. Donc tous les annonceurs sont partis. Nous, au lieu de faire 30% d'écoute, on faisait 5 et c'était des bons scores. Mais au bout d'un moment, la 5, ils n'avaient plus les moyens de financer ces émissions. Ça s'est arrêté, vous faites encore Mondo Dingo et puis ensuite vous rompez le contrat à l'amiable en disant... Oui, on a fait une négociation pour que ça s'arrête. On s'est tous trompés, et puis voilà. Oui, alors les négociations, ça me fait marrer aussi, parce que quand on parlait des contrats mirifiques et des trucs, la 5, etc., après, quand ça s'arrête, le contrat mirifique, il n'est jamais respecté. Oui, bien sûr. Voilà, et là, vous revenez sur TF1, donc avec le fameux Bébé de Show. En fait, on avait déjà créé ces marionnettes du Bébé de Show, mais on s'en servait surtout pour accueillir les invités dans Cocorico Cowboy et faire des petites séquences politiques. Je suis piégé par Dominique Cancien qui me dit « Viens prendre un petit déjeuner avec moi aux Champs-Élysées ». Et quand je rentre dans la pièce, il y avait Francis Bouygues, Lelay, Moujotte, tout le monde. Et Francis Bouygues me dit « Bon, allez, Collaro, tu vas revenir chez nous quand même maintenant, ça suffit, etc. » Il me dit « Mais qu'est-ce qu'on fait ?» Et je ne sais pas pourquoi, j'avais rien préparé. Si le Bébé de Show, on le faisait 5 minutes quotidien avant le journal. Il me dit c'est génial. Et boum. Et voilà. Alors là c'est bien. Là, vous êtes à la tête de Julia Productions, donc vous êtes un chef d'entreprise heureux. Voilà, en 1993, vous faites quand même 30 millions de francs de chiffre d'affaires, c'est bien. Oui, c'était bien. Le Bébé de Show, ça fonctionnait bien. À ce moment-là, quelles ont été les réactions de votre famille? Papa était content que ça marche bien. Et en même temps, il me faisait bien remarquer quand même que je faisais un métier de clown et de saltimbanque. Mais gentiment. Avec les médias, ça s'est passé comment? Ce qui me fait toujours marrer, c'est que le téléspectateur qui aime bien vos émissions, il les regarde et puis il est content. Mais il y a des gens assez bizarres qui, eux, regardent pour dire c'est de la merde. Oui, ça, c'est une race spéciale, quoi. Vous avez gagné de l'argent à l'époque? Oui, bien sûr. Vous l'avez gardé? Non. Vous avez fait quoi? J'en ai claqué pas mal. Je suis pas un homme d'affaires. Moi, en fait, je suis un entrepreneur. C'est-à-dire que ce que j'adore, c'est inventer, c'est créer c'est essayer de développer des idées. Mais sur la gestion, je suis assez calamiteux, quoi. Je veux pas faire pleurer sur mon sort. Mais maintenant, je roule plus sur le. J'ai une encore ex-femme, j'espère plus pour longtemps, qui me pompe bien. Voilà, toute ma retraite. Ah oui, d'accord. Et l'amour, ça s'est passé comment à cette époque? Ça devait être formidable, non? Vous deviez avoir toutes les filles que vous vouliez, non? J'avais surtout une que j'avais voulu et que j'avais, avec laquelle on a eu notre fille Julia, Patou. Et puis, le couple, c'est un petit peu... peut-être qu'il a été victime de la télé, c'est bien possible. Les Coco Girls, quand même... Ça vous intéresse, les Coco Girls? Je m'imagine. Mais mon pauvre ami, même sous la torture, je ne parlerai pas. D'accord, j'ai compris. Bien. Quel a été le meilleur moment de cette époque? Quand on commençait un tournage, quelle que soit l'émission, ça commençait dans la déconnade la plus totale et dans la gaieté la plus... donc, on s'éclatait. Et le pire moment, ça a été quoi? J'ai pas de mauvais souvenirs, même quand TF1 a décidé d'arrêter le Bébé de Show et que je l'ai appris dans la presse. Bon, le seul truc que j'ai regretté, c'est que ce que j'ai dit à Lelay et à Moujotte, j'aurais dit vous m'invitez à boire un coup et on boivrait une bouteille de champagne. C'est normal que vous arrêtiez si vous avez envie, mais bon. Quelle était la raison de l'arrêt du Bébé de Show? TF1 a voulu qu'on transforme l'émission parce qu'ils ont été victimes du syndrome Canal. Et je crois qu'il ne fallait pas changer la formule. Et on avait un truc où on faisait quand même 12 millions ou 15 millions de téléspectateurs, alors que Canal, plus élitiste, était à 1 million. Donc en fait, il ne fallait pas... Et TF1 était complexé par rapport au côté branché de Canal. Il y a toujours eu la France profonde, la France populaire, qui était quand même notre public. Et puis, il y a aussi les émissions pour des gens plus branchés, plus élitistes. C'était pas tellement mon public. Alors évidemment, là, le chiffre d'affaires de Julia Productions s'effondre. Il s'est arrêté pratiquement. Et puis alors, il y a aussi l'échec de production que vous tentez. Par exemple, Ça balance avec Bollock et Solo. Ça pas... Non, ça collait pas. D'abord, c'était impossible de travailler avec
Avec Bruno Solo, oui, avec Yvan Le Bolloc, c'est un malade dangereux. non, mais c'est ça, je m'en fous, mais c'est un caractériel. Je me rappellerai déjà, la première de l'émission, bon, j'étais producteur de l'émission, il y a les photographes qui vont faire une photo et l'autre il fait, non pas avec Colaro. Oui. Je n'avais rien fait. Oui, j'avais envie de lui mettre ma main dans la figure. Non, mais ça va, il n'y a plus de rancune. Et puis il y a aussi un truc qui n'a pas marché, alors c'est en 98, En avant toutes, sur France 2. Entièrement de ma faute. Ah bon? Entièrement de ma faute. C'est-à-dire que je m'étais fait fourguer des auteurs, je ne comprenais pas ce qu'ils écrivaient. J'ai eu la prétention de me dire, je vais y arriver presque tout seul. Ouais. Après, on devait faire un pilote, ce qui aurait été intelligent. Et France 2 m'a demandé de tourner à toute vitesse 9 émissions. J'ai pêché par prétention, j'ai cru que j'y arriverais. Et en fait, j'ai saboté une idée qui était pas mal, parce que ça tenait la route, mais par précipitation. Bon, et là, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête et que je prenne du recul. Et voilà. Là, vous vendez l'appartement Art déco que vous avez dans le 16e arrondissement. Vous vous installez dans une maison à Boulogne. À partir de ce moment-là, vous n'attendez plus rien de la télé, vous vous reconvertissez dans l'immobilier. Oui, en fait, j'avais jamais eu le temps de souffler. Ouais. J'ai jamais eu le temps de réfléchir. Et je me rendais compte que j'avais fait des choses sympas et aussi beaucoup de conneries. Que ma personnalité avait changé, que j'étais plus moi-même. Ouais. Donc j'ai eu besoin de respirer, de me retrouver, de sortir du milieu de la télé pour mener une vie que je qualifierais de normale, parce qu'à la télé, on est quand même des anormaux. Et donc, il m'a fallu des années pour réfléchir, pour souffler, pour me redevenir ce que vous étiez, en fait. Voilà, exactement. Et je suis très, très content de l'avoir fait, même si c'était pénalisant sur un plan financier, même si la vie est devenue un peu plus dure, et ben, je pense que c'était essentiel de mettre une croix. J'avais fait de la télé sans arrêt pendant 30 ans. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de la grande époque, du Bébête Show, par exemple? Non. 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 Vous avez de la rancune contre quelqu'un après toutes ces années? Oh, à quoi ça sert? Non. Ouais, même pas? Non, non. Alors, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Stéphane? J'avais signé le contrat de Stéphane Courby. Ah oui. Hein. Et puis, la malheureuse Catherine Corbineau, Dieu ait son âme, m'a fait déchirer le contrat parce qu'elle a fait une crise de jalousie et tout. Mais Stéphane Courby, après, il a fait la fortune d'Arthur. Puis moi, j'étais peut-être pas fait pour être très riche. Voilà. Et je suis peut-être bien mieux comme ça. Donc, non. Ça, vous regrettez quand même? Je reprendrai les mêmes formules, je retravaillerai avec les mêmes, mais je le prendrai avec une mentalité différente. Je serai beaucoup plus cool, je serai pas énervé, je serai pas piégé par la télé comme je l'ai été. Vous avez appris la sagesse, c'est bien. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Oh là, comme il y a des types comme vous qui passent, on pourrait peut-être écrire « Faites attention, j'entends encore ». Merci Stéphane, je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous, merci. J'accueille Muriel Hermine. Une médaille d'or pour la France grâce à Muriel Hermine en natation synchronisée au championnat d'Europe. C'est là le couronnement de plus de 12 années de travail et d'un entraînement très poussé. Pierre Fredenreich. Sourire radieux, conte de fées pour une sirène française. Muriel Hermine, 23 ans, naïade, numéro 1 de la natation tricolore. Couronnement continental, titre européen individuel. Natation synchronisée, histoire d'eau, danse, musique, grâce et effort physique. 12 ans débat aquatique, c'est vrai, mais des palmes en série. Le bronze en solo au championnat du monde, l'or en duo au championnat d'Europe. Nouvelle médaille, nouveau succès, Hermine, une soif inabreuvée de victoire. Tout le monde en a parlé à retrouver Muriel Hermine. L'ancienne championne de natation synchronisée vit à Tours avec ses 2 enfants. Aujourd'hui, elle est à Paris. Je fais le trajet à peu près 3-4 fois par semaine. Et quand elle se rend dans la capitale, Muriel a ses habitudes. J'ai mon scooter qui est garé juste devant la gare. Mais ce matin, c'est une grande première pour elle. Direction une école de management, Muriel Hermine inaugure sa classe Cœur Aventure, un programme pédagogique qu'elle a élaboré pour les futurs chefs d'entreprise. Forte de son expérience dans les bassins du monde entier, elle veut transmettre les valeurs humaines du sport à ses étudiants bientôt managers.
fait donc 17 ans de sport de haut niveau, dont 8 ans au niveau mondial en natation synchronisée, ce qui m'a permis d'arriver jusqu'aux Jeux Olympiques 2 fois. À travers le dépassement de soi, on atteint la quête de l'excellence. Voilà, la première pierre à l'édifice est montée. Allez, retour à la maison pour s'occuper de ses 2 fils. C'est toujours à cause comme ça, oui, faites sportive. Le train est attrapé in extremis. Oh, la panique. 1 heure plus tard, c'est dans sa voiture qu'on la retrouve pour aller chercher Kylian, son Benjamin, à l'école. Et quelle école? C'est l'abbaye fondée par Saint Martin. Donc quand il est arrivé ici, il était ermite dans les grottes qui sont juste au-dessus. Muriel a une connaissance encyclopédique des lieux. Il faut dire qu'elle a passé ses jeunes années dans la région. Kylian, lui, a encore la tête dans ses cours de maths. Ça va. Fallait écrire égal 5 sur 5. Une matière dans laquelle l'ancienne nageuse patauge. En plus, franchement, les fractions, c'est pas mon truc. Hein. Les maths... Allez, maintenant, c'est l'heure des devoirs. Et tu as UG. UG, F. 3. Et 4. Et Muriel aime partager avec ses enfants son expérience de l'humanitaire. Tu vas aller construire une société d'éboueurs en Afrique. Donner du sens à la vie de ces gamins m'a permis à moi de donner du sens à ma vie. À l'époque de ma vie sportive, j'étais très individualiste, j'étais très solitaire. Et aujourd'hui, plus j'avance dans ma vie et plus je me rends compte qu'on réussit les grandes choses en travaillant par équipe. Il y a 15 ans à peu près, je me suis fait voler toutes mes médailles et mes coupes, ce qui fait qu'il me reste finalement assez peu de choses. En fin d'après-midi, Muriel est à son bureau. C'est là où je me pose un peu pour appeler l'Afrique. C'est vraiment le moment avec l'Afrique, parce qu'avec le décalage horaire, c'est plus pratique. La nageuse a fondé une association qui aide actuellement à construire un collège au Sénégal. Grâce à son engagement humanitaire, Muriel a trouvé un nouveau souffle. Elle synchronise désormais sa vie entre Paris, Tours et l'Afrique. Et maintenant, la lumière se rallume sur Muriel Hermine. Muriel, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Donc, vous êtes née le 3 septembre 1963 au Mans, père représentant de commerce, mère femme au foyer, et vous commencez à pratiquer la natation sportive à Jouer-les-Tours. Oui, région banlieue de Tours. En plus, vous prenez des cours de danse car à l'époque, vous rêviez d'être petit rat de l'opéra. C'est vrai. Mais comme vous mesurez 1m55 à l'âge de 9 ans, évidemment, c'est un peu compromis pour la danse, quoi. Oui. Oui, parce qu'il y a 30 ans à peu près, il y avait vraiment des critères de taille importants pour entrer à l'Opéra de Paris. Mon rêve, moi, c'était d'être danseuse à l'opéra. Donc très rapidement, mon professeur de danse m'a dit « Muriel, il faut oublier. Mais fais de la danse pour ton plaisir, quand même. » Voilà. Alors, à 12 ans, vous découvrez la natation synchronisée. Voilà, c'est une révélation. Ouais. Vous dites « Je pouvais enfin conjuguer mes 2 passions, l'eau et la danse. » C'était un rêve d'enfant qui se dessinait sous mes yeux. J'ai trouvé ça merveilleux. Alors, en plus, comme vous êtes un peu timide à l'époque, l'eau est une barrière pour vous. C'est-à-dire, vous vous retranchez du reste du monde quand vous êtes dans l'eau. Oui, parce que quand vous êtes au milieu d'un bassin et que vous avez 20 mètres d'écart entre le bord et vous, et forcément, personne ne venait me chercher au milieu du bassin. Quand mon entraîneur criait un peu trop fort et que j'en avais marre, à ce moment-là, je me mettais la tête sous l'eau, j'allais au fond, j'étais tranquille, c'était serein. Enfin, c'est... À 14 ans, vous entrez en équipe de France de natation synchronisée. Dès lors, les performances vont s'accumuler, ce qui fait que votre vie, là, va complètement se centrer autour du sport. Oui, dans la mesure où le sport était une passion. Je ne me levais que dans l'espoir d'aller m'entraîner à la piscine. Je travaillais de moins en moins à l'école. Je passais beaucoup de temps au fond du bassin. Ce qui fait que le sport est devenu ma vie, mon espérance, mon moyen de me réaliser. Alors, vous entraînez 7 heures par jour. Hein. Oui. Vous sortez peu. Je sortais pas du tout, même. Ah oui. Un sacerdoce. Non, c'est un choix. Dans la mesure où c'est une passion, rien n'est un poids. Vous le vivez pleinement, vous l'assumez. Il y a des choix à faire dans la vie, forcément, quand on prend une direction ou une autre. À l'époque, quand vous entraînez pas, vous dites, bon, ça y est, il n'y a plus d'entraînement, c'est cool. Mais en fait, au bout d'un moment, ça vous manque à nouveau, l'entraînement. Donc, vous avez envie d'y retourner. Oui, c'est l'inconvénient des sportifs. C'est que plus vous entraînez et plus le corps demande cette activité-là. C'est une addiction, quoi. Oui. Alors, résultat, vous êtes 12 fois championne de France, 4 fois championne d'Europe. Mais la grande joie de votre carrière sportive, ce sera les championnats d'Europe de Strasbourg en 1987,
là, c'est l'état de grâce parce que vous atteignez un équilibre presque parfait entre l'effort et le plaisir. Oui, toute ma vie, j'ai pensé que mes limites seraient physiques. Et à cette compétition-là, j'ai compris qu'elles n'étaient pas physiques, mais qu'elles étaient psychologiques. C'est-à-dire, toute ma vie, à chaque fois que je gagnais une médaille, je me disais, mais tant d'efforts pour cet instant qui passe si vite, et puis cette médaille qui devient une breloque au bout d'un mois que vous posez sur un meuble et puis qui ne représente plus rien. C'est ça qui m'a motivée toute ma vie à continuer l'entraînement. Et à cette compétition-là, l'émotion que j'ai ressentie a été tellement forte qu'elle a gommé tout ce sentiment d'insatisfaction. Et là, j'ai compris que j'avais atteint ma limite. Psychologique. Psychologique. Forte de ce sentiment d'accomplissement, vous décidez d'arrêter. Vous ferez encore les Jeux Olympiques de Séoul en 88. Et c'est un peu l'année de trop, là. Je me disais toujours à quel moment j'arrêterais ma carrière. On rêve tous d'arrêter sur un succès, sur quelque chose de grandiose. Et c'était 87 Strasbourg. Mais arrêter à un an des Jeux, alors que vous êtes 3e mondial et que vous avez vraiment une chance de podium, la pression médiatique de ma famille, de la Fédé, a fait que je n'ai pas osé dire non. Ben voilà. Alors vous y allez, vous entraînez d'abord 7 heures par jour pendant un an. Ensuite, vous y allez et vous loupez le podium de 2 centièmes. Sur un total de 200, je l'ai raté de 2 centièmes, mais c'est de ma faute. Parce que dans ma tête, je n'ai pas cru à la victoire. À ce niveau-là de compétition, c'est fondamental. Il ne faut pas douter. Alors, à partir de là, l'idée qui vous occupe désormais, c'est la création de grands spectacles aquatiques. Mais rien n'existe dans ce domaine, en fait. Alors, vous avez du mal à convaincre, parce que vous allez voir des producteurs, des Camus, des Coulier, vous leur expliquez votre truc. Ils vous disent, oui, c'est une bonne idée, mais voilà... Faites. Et puis, si ça marche, vous venez nous voir. Voilà. Un peu facile. Alors, c'est Yannick, votre mari, qui vous aidera. Et puis aussi EDF, Marie-France Brière, Alain de Greff, qui vont vous permettre de monter Cirella en octobre 91 au Zénith de Paris. Ça a eu énormément de succès, c'était colossal. Parce qu'on a fait 80 000 spectateurs en 8 jours de représentation. Et puis, ça faisait longtemps que je disais dans la presse qu'après la carrière sportive, je montrais un grand spectacle qui ne se déroulerait pas dans une piscine, mais dans une salle de spectacle. Et là, c'était la réalisation d'un grand rêve, attendu parce que j'avais réussi à susciter l'attente du public, qui fait que quand il a ouvert, ils sont tous venus. Et ça existait un peu à l'étranger? Non, pas du tout, parce qu'entre la fin des Jeux Olympiques de Séoul et 91... Vous êtes allé à Las Vegas? Je suis allée à Vegas, à New York, sur Broadway, à Atlanta également, voir un peu ce qui se passait dans le monde du spectacle aquatique, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien. Alors ça a eu énormément de succès jusqu'au Japon. Il y avait combien de semi-remorques? On avait 200 semi-remorques sur la route. Ben oui, mais on construisait un bassin olympique, un immense bassin, qu'on installait dans des stades, des stadiums version japonaise, c'est-à-dire il y avait 15 000 spectateurs. On construisait les décors, mais c'était complètement fou. C'était des productions gigantesques. C'est pharaonique. C'était hollywoodien, quoi. C'était vraiment du rêve. Voilà, on peut dire que l'artiste supplante la sportive à ce moment-là, quoi. Oui, disons que l'artiste a éteint la sportive. C'était une première reconversion. Quelque part, la mort de la sportive a donné naissance à l'artiste. Mais la grande force de la natation synchronisée, c'est que vous développez à la fois la part artistique et la part sportive. Donc pour moi, c'était simplement une prolongation. Oui, une prolongation. Suite à un voyage en Afrique avec votre mari, vous écrivez un nouveau spectacle qui s'appelle Crescendo, et c'est la rencontre entre le monde de l'eau et celui du cirque. C'est très nouveau, ça aussi. Oui, il était lancé au Cirque d'hiver Bouglione, où on a réhabilité la piscine qui avait été inaugurée par Miss Tinguette en 1933. Et là, je mettais des chevaux qui évoluaient au milieu des nageuses, les nageuses qui passaient autour d'eux, des trapèzes qui montaient de l'eau, une patinoire avec des plongeurs. Enfin, c'était. Et c'est vous qui aviez toutes les idées de... Oui. C'est formidable. J'ai une imagination. Ah oui, apparemment. Et alors, ce spectacle va chez Disney. C'est la première fois que Disney donnait un spectacle qui n'avait pas été inventé par eux. Oui, tout à fait. Alors, là, on peut dire que le metteur en scène supplante l'artiste. C'est un choix. C'est un phénix. Alors, à l'époque, vous êtes quand même une star importante en France. Vous avez vécu ça comment? Bien, parce que grâce au sport, j'ai compris que la notoriété était très éphémère et que vous pouviez monter très vite et redescendre très vite. Et pour moi, la seule chose qui compte, c'est ce qu'on fait sur le terrain, c'est le travail.
C'est le quotidien, c'est la persévérance dans ses choix. Et je sais à quel point pour réussir dans un domaine, il faut travailler. Ouais. Donc forcément, ça vous ramène toujours à... Oui, en fait, vous êtes star, mais vous savez ce que vous avez investi pour en arriver là. Quoi. Oui, absolument. Oui. Et avec les médias, ça s'est passé comment? Bien. Bien? Ah oui, oui. Toujours des très bonnes relations? Oui, toujours. Vous avez gagné de l'argent? Oui, bien sûr. J'ai gagné de l'argent et d'autres fois, j'en ai perdu. Question amour, le fait d'être une star, ça vous a amené à faire des rencontres amoureuses ou... Non, non, parce que mon mari est venu après ma carrière sportive ou dans le sport. Et si vous mettez beaucoup de place à l'amour, il ne reste plus beaucoup de place pour la performance. Laure Manadou. Elle en est un bel exemple. Ce qui fait qu'il est arrivé au moment où justement j'arrêtais, avant de monter les spectacles, on les a montés ensemble, il travaille avec moi. Donc forcément, ça s'est bien goupillé. Il n'y avait pas de place pour autre chose. Il n'y avait pas de place pour un autre. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque? C'est Strasbourg. Ouais. Lorsque je suis montée sur le podium et qu'on m'a remis la médaille, bien sûr, le drapeau est monté, on a envoyé la Marseillaise, et à un moment donné, la bande-son dans le système d'enregistrement s'est arrêtée. Ouais. Elle s'est cassée, le public était debout. Il y a eu un flottement, un ange est passé, et à ce moment-là, le public a repris la Marseillaise et me l'a offert. Ah ouais. Et je peux vous dire que c'est une émotion d'une telle intensité. Ah bah oui, oui. Je pleurais souvent parce que c'était quand même chargé d'émotions. Mais là, c'était le summum. C'est ce que j'appelle, moi, l'état de grâce. Ouais. Ce moment où tout d'un coup, tout vous revient, tout a un sens et tout prend... une justesse par rapport à ce que vous avez pu donner. Et le pire moment de toute cette époque? C'est Séoul. Ouais. C'est forcément de m'être rendu compte que j'étais passée si proche du podium parce que je n'ai pas cru. 200e sur 200. Oui, mais c'est rien du tout. Et là, ça a été vraiment très difficile. Ouais. Et là, j'ai compris que quitte à faire, autant faire bien jusqu'au bout et autant y croire jusqu'au bout. Ouais. Alors en mars 2003, vous faites un nouveau spectacle qui s'appelle Freedom, qui ouvre au Cirque d'Hiver. Alors c'est un spectacle autour du gospel, qui traite de l'esclavagisme, du métissage, du racisme. Alors il y a un problème, d'abord il n'y a pas d'eau. Alors Muriel Hermine, sans eau, les gens ne comprennent pas bien. Et puis aussi la communauté noire estime que c'est pas une blanche de s'occuper de leur histoire. Ouais, oui, c'est vrai. Ça c'était très difficile. Le spectacle n'a pas très bien marché. Non, il a relativement marché. Il a quand même fermé 1 mois et demi avant. Donc après, en fait, vous n'avez pu remonter de grands spectacles comme ça. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de l'époque de Cirella, des grands spectacles comme ça, non? Non, parce que je me suis réalisée et je trouve qu'au contraire, c'est bien le travail que je fais avec l'association que j'ai montée qui s'appelle J'ai un rêve. Ouais. D'accompagner dans les quartiers défavorisés des enfants en échec scolaire et difficultés familiales. Je veux dire, j'aurais donné 10 ans de Cirella pour vivre une année de ce travail-là. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil dans votre vie? Je ne m'accrocherai pas à des choses que je sentirais finalement utopiques. Ouais. Je n'ai pas toujours su écouter. Et le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voudriez qu'on écrive sur votre tombe? À bientôt, je reviens. Oh, c'est bien. Oui. Ben, merci, Muriel. Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Tout le monde en a parlé. Amis du parking, bonsoir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.